La société civile burundaise donne de la voix. Elle appelle le président Nkurunziza à renoncer publiquement à un troisième mandat. Goodluck Jonathan n'aurait pas été consulté sur le report des élections dans son pays. C'est ce qu'a assuré hier le président nigérian. Enfin, les échos du procès Carlton qui se déroule à Lille en France. Dominique Strauss-Kahn et ses coprévenus ont eu mercredi leur deuxième journée d'audition. Ravi de vous retrouver pour cette session de l'information sur Sika TV. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Au Burundi, le silence du président Nkurunziza par rapport à sa probable candidature pour briguer un troisième mandat devient intenable pour la société civile. Ses membres, réunis au sein du collectif Campagne citoyenne Halte au troisième mandat, invitent les populations à plus de vigilance et demandent par la même occasion au chef de l'État burundais de renoncer publiquement à un troisième mandat. Des précisions à travers ce reportage signé Joël Yetandi. Campagne citoyenne, halte au troisième mandat. Ce collectif, riche de ses 304 associations de la société civile, farouchement opposé à un éventuel troisième mandat du président burundais, poursuit sa veille citoyenne. Il y a environ 2 semaines, le collectif a adressé une discrète lettre au chef de l'État, lui enjoignant de s'abstenir de briguer un troisième mandat. Faute de réponse, il revient à la charge, invitant cette fois le chef de l'État à rompre le silence et annoncer publiquement son renoncement à un troisième mandat. En mai prochain, soit dans 3 mois, le Burundi tiendra des élections communales et législatives qui seront suivies en juin de la présidentielle. Des scrutins qualifiés de cruciaux pour l'avenir du pays, sortis en 2006 de 13 ans de guerre civile ayant ruiné son économie. S'appuyant sur un article pour le moins ambigu de la Constitution qui, selon son camp, lui permet de se représenter en juin, le président Nkurunziza, au pouvoir depuis 2005, n'a jamais fait mystère de son intention de briguer un troisième mandat. En face, la grande majorité de la classe politique, l'Église catholique et la société civile y sont opposés, s'appuyant paradoxalement sur la même Constitution, mais aussi sur les accords de paix d'Arusha qui avaient ouvert la voie à la fin de la guerre civile. Signés en 2000, les 10 accords énoncent clairement qu'aucun président burundais ne peut diriger le pays plus de 10 ans. Rendons-nous maintenant au Nigeria. Le président Goodluck Jonathan a assuré mercredi n'avoir pas été consulté sur le report de 6 semaines des élections présidentielles et législatives. Je n'ai pas été consulté et je ne veux pas être consulté sur cette question, a déclaré le président Jonathan, s'exprimant pour la première fois. C'était lors d'une séance de questions-réponses avec des journalistes et téléspectateurs transmise en direct sur plusieurs chaînes de télévision nigériane. Notons que le report des scrutins au 28 mars a été annoncé par la commission électorale le 7 février dernier, soit 7 jours donc de la date initialement prévue pour le vote. Les islamistes nigérians de Boko Haram ont attaqué mercredi matin une position de l'armée tchadienne dans la ville nigériane de Gambourou. Selon une source militaire, l'assaut de Boko Haram a été repoussé et les islamistes ont pris la fuite. Les détails dans cet élément. Un soldat tchadien tué et 8 blessés, plusieurs éléments de Boko Haram tués et 3 véhicules des assaillants détruits. Voilà le bilan de cette attaque repoussée par l'armée tchadienne. Les éléments de Boko Haram ont voulu surprendre l'armée en l'attaquant très tôt. L'armée tchadienne, prévenue de cette attaque depuis la veille, s'était préparée. Et selon une source militaire, les assaillants sont venus avec 14 véhicules et 2 blindés. Mais ils ont été repoussés et ont pris la fuite. Un hélicoptère a été mis à contribution pour les poursuivre et les détruire. Rappelons que l'armée tchadienne a lancé le 3 février son offensive terrestre au Nigeria contre Boko Haram en prenant Gambourou, tenu depuis des mois par les islamistes après de violents bombardements et combats. Le lendemain, les islamistes avaient lancé une contre-attaque meurtrière contre la ville camerounaise de Fotokol, séparée de Gambourou par un pont.
Le Tchad, le Niger, le Nigeria, le Cameroun et le Bénin se sont mis d'accord samedi pour mobiliser 8700 hommes, soit 1200 de plus qu'initialement annoncé, dans une force multinationale de lutte contre Boko Haram. Dans son discours de 28 minutes dans lequel il parle tour à tour en arabe puis en Hausa, Aboubakar Shekau, le chef de la secte, se moque de la coalition multinationale formée et du nombre de soldats envoyés par cette dernière pour combattre les positions de la secte islamiste. Depuis 2009, l'insurrection de Boko Haram et sa répression ont fait plus de 13 000 morts et 1,5 million de déplacés au Nigeria. Parlons toujours de Boko Haram, le Niger appelle à la mobilisation générale de sa population contre ce groupe islamiste qui a déjà infiltré les villes et villages du sud-est du pays. À juste titre, beaucoup de personnes craignent les représailles de ces extrémistes, surtout que le Parlement du Niger a voté en faveur d'une attaque contre eux. Reportage. Après un vote du Parlement à l'unanimité, les troupes du Niger vont passer à l'offensive contre Boko Haram hors de leur territoire. Et pour le président Issoufou, cette bataille ne finira qu'avec une éradication totale du groupe extrémiste nigérian. Moi je dis que Boko Haram n'a pas d'avenir. Nous vaincrons, Inch'Allah, Boko Haram. Boko Haram n'a aucun avenir dans notre sous-région. Plus de 1300 km à l'est, à la frontière avec le Nigeria, le Niger s'est déjà fait attaquer. Mais pour les habitants de Niamey, la capitale, la décision de partir à l'offensive est reçue de façon mitigée. Ça doit se faire tôt, voilà, parce que c'est vraiment important pour nous de pouvoir protéger, n'est-ce pas, la nation nigérienne ici. Voilà, donc c'est une bonne décision. Et peut-être en envoyant nos militaires là-bas, les Boko Haram, ils vont avoir vraiment, ils vont solliciter beaucoup venir au Niger pour faire des choses qui ne sont pas normales. Pour moi, vraiment, je ne trouve pas ça bon. Environ 3000 soldats du Niger et des milliers d'autres du Tchad sont déjà positionnés le long de la frontière. Mais certains craignent que l'ennemi ne se trouve pas uniquement côté Nigeria. Boko Haram aurait déjà séduit les jeunes chômeurs du sud-est du Niger. Le leader de Boko Haram, Aboubakar Shekau, a promis de battre toute armée qui se tiendrait face à lui. Le Niger doit maintenant transformer ses paroles en actes sur le terrain. Et pour étayer la thèse selon laquelle Boko Haram sévit déjà au sud-est du Niger et recrute même des jeunes chômeurs à sa solde, nous vous invitons à suivre les explications de M. Soulé Hadji. Il est professeur de sciences politiques à l'université de Niamey. Ces gens-là ont été convertis à la limite, n'est-ce pas, par le mouvement Boko Haram, d'autant plus que ces mouvements-là promettent de l'argent, promettent beaucoup de choses qu'ils ne peuvent pas avoir au Niger. Et dans l'attaque de Bosso récemment, il y a beaucoup de gens de la région, beaucoup de gens de Bosso, de Difa, de Maïné, qui sont impliqués. Donc vous voyez bien que vraiment, ce n'est pas que des Nigérians, mais c'est aussi des Nigériens qui ont été portés le fer contre donc, les forces armées africaines là-bas réunies. Ce n'est pas que comme ça ils sont islamisés, non. Il y a quand même des raisons économiques, profondes, sociales, qui les ont conduits à adhérer à des thèses extrémistes, jusqu'à aller tuer leurs parents, jusqu'à tout cela. Voilà. Je crois que ce n'est pas gratuit, ce n'est pas un conflit d'abord religieux, c'est d'abord un conflit économique, un conflit social. Ces gens-là se retrouvent pris entre deux fers, soit la pauvreté, le chômage pris en charge par les parents, soit alors gagner au Boko Haram. Je pense que le moindre mal pour eux a été justement d'aller vers là où ils peuvent manger tous les jours, là où ils se sentent un peu forts, un peu fiers, un peu reconnus. Ben, tout cela, c'est important. Donc c'est ça qui a conduit justement à ce que nous ayons, en quelques mois, une masse critique de jeunes gens qui est rejoint donc, le mouvement Boko Haram. En France, l'actualité judiciaire reste dominée par l'affaire DSK du diminutif de l'ex-patron du FMI Dominique Strauss-Kahn, qui est jugé pour prosélytisme aggravé au palais de justice de Lille. L'accusé estime n'avoir rien à se reprocher. Il ignorait la qualité de prostituée des femmes qu'il rencontrait lors des soirées libertines incriminées. L'ancien directeur général du FMI reste fidèle à sa ligne de défense. Dominique Strauss-Kahn estime n'avoir rien à se reprocher. Il ignorait que ses partenaires de soirées libertines étaient des prostituées. J'ai lu le dossier depuis le début et je ne vois pas d'éléments contre M. Strauss-Kahn, c'est tout. Voilà. Et aujourd'hui, ça confirme, voilà quoi. Ça confirme ? Oui, ça confirme cette position.
Une position que semblent démonter les témoignages de la partie civile. Témoignages qui décrivent le caractère brutal des rapports intimes que le célèbre prévenu aurait eu avec les plaignantes. Ce qui, selon elle, atteste que DSK n'ignorait pas qu'elles étaient des prostituées. Il reconnaît à mots relativement clair qu'il peut avoir une sexualité qui revêt une certaine forme de brutalité. Je ne vais pas dire qu'il va jusqu'à le revendiquer, mais presque. Et il affirme que cette sexualité, il l'a avec toutes ses partenaires, quelles qu'elles soient, et que certaines ne s'en plaignent pas, ce qui peut se concevoir par ailleurs. Autant dire que le procès Carlton n'a pas fini de révéler ses secrets. Le sujet passionne particulièrement la presse. 342 journalistes accrédités, dont des correspondants d'une dizaine de nationalités différentes, sont présents sur les lieux pour relayer chaque détail de l'affaire. Tout nous intéresse, c'est le pouvoir, le sexe, l'argent, la culture française, le côté un peu voyeuriste de tout ça. Les Britanniques, le monde entier adore les histoires des Français et du sexe. Notons que 2 autres hommes sont sur le banc des prévenus aux côtés de Dominique Strauss-Kahn. Il s'agit de l'entrepreneur David Roquet et du policier Jean-Christophe Lagarde, également accusé de prosélytisme aggravé. Le sommet de la dernière chance pour obtenir la paix en Ukraine devait débuter mercredi à Minsk avec Vladimir Poutine, François Hollande, Angela Merkel et Petro Poroshenko. Juste avant ce sommet crucial, les participants ont fait monter la pression par déclaration interposée, tandis que sur le terrain, soldats ukrainiens rebelles intensifiaient les combats pour arriver en position de force à la table des négociations. La rencontre au Bélarus, décidée au terme d'une semaine d'intenses consultations diplomatiques lancées par le couple franco-allemand, réunit les dirigeants russes, ukrainiens, français et allemands avec pour objectif d'adopter un plan de paix pour mettre fin au bain de sang. Avant de s'envoler pour Minsk, le président ukrainien Petro Poroshenko a affiché sa fermeté en se disant prêt à décréter la loi martiale dans toute l'Ukraine en cas d'échec du sommet. Il a également averti le Kremlin que François Hollande, Angela Merkel et lui-même lui parleraient d'une seule voix. Selon l'Élysée, le président français et la chancelière allemande comptent tout essayer pour trouver une issue diplomatique à une crise qui a généré la pire période de confrontation entre la Russie et les Occidentaux depuis la fin de l'URSS en 1991. Prudent, Berlin a évoqué une lueur d'espoir, mais jugé son résultat incertain. Ce sommet, il faut le préciser, démarre au soir de l'une des journées les plus sanglantes du conflit dans l'Est. Une cinquantaine de personnes, civiles et soldats, ont ainsi été tués mardi et mercredi, l'un des plus lourds bilans depuis le début, il y a 10 mois, de ce conflit qui a déjà fait plus de 5300 morts aux portes de l'Europe. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Passez une très belle journée en compagnie des programmes de Sika TV. Au revoir.